Alors, nous sommes avec Guillaume Ponce. Guillaume Ponce, souvenez-vous, c'était avec Éric Cerdan, c'était mes Chewbacca à moi, dans le vaisseau Zygomar, puisque c'était un de mes techniciens de fortune, comme on les appelait à l'époque. Fortune, pas parce qu'ils l'ont faite, mais parce qu'ils étaient dans la misère, mais moi aussi, mais en ce temps-là, nous étions heureux. Non, nous étions perpignanais. Aussi, ça aide. Ce qui est synonyme, mais pas tout à fait pareil. La misère à Perpignan, c'est pas la même. Et donc, c'est lui qui m'a accompagné sur la fameuse interview de Weiss, donc Emmanuel Weiss, incroyable. et qui, quand je l'appelle le jeune, mais pour rire, Weiss reprend le terme, et là, Guillaume de lui répondre, non, lui, il a le droit, pas vous. Tu sais que je m'en souvenais pas, moi, de celle-là. En direct, je l'ai gravé quelque part là. Donc, et maintenant, il a grandi, il a 33 ans, il a l'âge du Christ. Bientôt, pas tout de suite. Il a l'âge du Christ, il a évolué, il vit à Clermont-Ferrand, enfin pas loin. Hein. À côté. Ouais. On va pas vous dire le village, il y a que Jacques Martin qui dirait il y a une église, il y a une boulangerie, ah je connais. On n'est pas à l'école des fans, encore que. Donc maintenant il est militant pour l'éducation populaire, comme quoi du 35 il en a gardé quelque chose. Oui. C'était un peu comme le regretté Rachid Taha qui ont demandé vous avez été ouvrier, qu'est-ce que vous avez gardé de la classe ouvrière? Il a répondu la classe. Donc il fait aussi des conférences gesticulées et c'est un peu c'est à peu près le prétexte pour lequel on l'interviewe aujourd'hui. On repassera sur les années Zygomar et un peu à part, mais dans un truc à côté. Alors, animateur sociocu, ça existe encore? Oh, oui, il y a eu... ça existe encore et c'est plus fort que jamais, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que l'animateur militant, il est un peu mort en 2013 sous François Hollande. Pas sous Franco, sous François Hollande. Ouais, au moment de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui entraînait la deuxième grande vague de professionnalisation des métiers de l'animation. Et si tu veux, l'animation s'est construite pendant des années... moi, j'aime pas le terme sociocu, mais... Non, mais parce que c'est le terme gauchiste de l'époque. Ouais, c'est ça, mais l'animation s'est construite grâce à des gens qui faisaient des choses et on rémunérait ces gens parce que c'était des gens. On leur faisait pas de fiches de poste, on réfléchissait pas à leurs compétences, voilà, c'était des mecs qui faisaient des trucs et quand on trouvait que ce qu'ils faisaient c'était intéressant dans la vie du quartier, on leur donnait de l'argent. Et là, la deuxième vague de professionnalisation fait qu'aujourd'hui on a un métier, comme tout le monde, découpé en micro-compétences, tout ça. Et en fait, on a perdu tout ce côté militant, machin, donc je suis animateur, ouais, après, c'est pour ça que je dis plutôt militant de l'éducation populaire. Ça dépend toujours un peu qui j'en face de moi. Alors, c'est quoi l'éducation populaire? Moi, j'ai connu, fut un temps, du temps du regretté Mao, la Chine populaire, Ouais. qui maintenant, elle est plus banque populaire que Chine populaire. C'est quand même, les Chinois sont les génies qui ont fait comprendre aux capitalistes américains que capitalisme... On pouvait faire du capitalisme sans la démocratie. Tout à fait. Et du coup, ils s'y mettent à leur tour. Donc, l'éducation populaire, c'est quoi, Guillaume Ponce? Moi, j'aime bien le discours de Condorcet de 1792 sur l'instruction publique. Putain, tu vas... Ouais, je vais loin, moi. Et, non, mais félicitations, c'est vraiment le bon truc. Que j'ai lu en intégralité pour dire à quel point j'ai Et j'incite les gens à le lire parce que c'est, comme on dit c'est passionnant et c'est toujours d'une incroyable modernité. Ouais. Et en fait, Condorcet dit il faut que l'éducation soit populaire et que c'est un préambule à la démocratie. Aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est quoi? Ben, selon moi, c'est ça, s'instaurer des démocraties. C'est-à-dire que quand je suis animateur, moi, mon but, c'est que les gens ils prennent conscience de leur potentiel et qu'ils finissent par faire des trucs et que ça leur fasse plaisir et qu'ils arrivent à construire des choses et qu'ils construisent un savoir aussi qui leur appartient. Et un savoir qui, du coup, a une valeur parce qu'il appartient à un groupe et qu'il est partagé par ce groupe-là. Et quand je parle de création de savoir, on n'est pas juste dans le descendant on nous explique un truc. C'est pas inventer la carte à puce, tu veux dire. Non, mais je veux dire, c'est le côté se réapproprier des connaissances et leur donner une vie. L'éducation populaire, à mon sens, pour moi, c'est ça. Ce qui est très éloigné, du coup, de l'animation socio-cu,
où on va venir prendre son cours de guitare à la MJC, si ça existe encore, la maison de quartier, on dit plus maintenant, de 17h à 18h, et puis finalement, comment s'est construit la guitare, quel amour on peut avoir pour la musique, ou à quoi ça peut servir dans la société, on s'en fout un peu. Draguer les filles. Voilà, ouais, mais je veux dire, on apprend juste la technique guitare. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt à quoi ça sert la musique. Et c'est de discuter de ça avec les gens. C'est-à-dire, dans l'histoire, ce qui t'intéresse, c'est la philosophie de l'histoire. Ouais, un peu, ouais. C'est plus comment on s'en sert de ces connaissances-là et comment elles nous deviennent utiles. On est dans une espèce de société d'expertise là tout le temps. Alors, en télé, c'est merveilleux, on a des barniers qui arrivent à être experts en tout. Bon, moi, il me semblait qu'un expert... Barbier. Ouais, Barnier, c'est la Commission européenne, le gars qui négocie le Brexit. Barbier, ouais, qui est expert en Écharpe tout. rouge. Et pour moi, un expert de base est censé être quelqu'un qui sait beaucoup, mais sur un sujet très précis. Oui, voilà. Et donc, on arrive à avoir des experts en tout, et en fait, on nous vend tout le temps tout un tas de trucs de manière très compliquée, la technologie, l'économie, le machin, tout est compliqué pour nous, pauvres peuples. Mais si tu mettais une écharpe rouge, dessus, ça serait plus clair. Je vais peut-être m'y mettre, hein, moi je sais pas, c'est pas très important pour moi la couleur de l'écharpe pour le fait d'en avoir une, mais voilà, l'éducation populaire, en tout cas, moi ce que j'essaye de faire, c'est rendre un savoir accessible aux gens et surtout qu'ils se l'approprient et qu'on en fasse quelque chose. Et ça, c'est vrai quand je suis animateur, quand je suis formateur, quand je suis sur scène en train de faire ma conférence, quand je fais l'atelier après la conférence, quand je bois des coups avec les gens, c'est tout le temps ça. C'est pour ça que je suis militant de l'éducation populaire. Moi, je souhaite que les gens ils se disent qu'ils sont intelligents, qu'ils sont capables de comprendre les choses par eux-mêmes, et que du coup, comme ils sont intelligents et capables de comprendre les choses par eux-mêmes, ben, ils s'approprient du savoir et ils en créent aussi. Et voilà, c'est chouette de savoir des choses. Alors ça, c'est utile, j'allais dire, pour le vivre ensemble, mais le vivre ensemble, c'est un terme que j'aime absolument pas. Est-ce que tu penses qu'est-ce qui est le plus fort, vivre ensemble ou faire société? Ah ben faire société. Mais faire société, c'est pas exactement vivre ensemble, parce que faire société, ça veut dire qu'on a conscience des rapports de force qui existent dans la société. Et comme on en a conscience, ben, du coup, on peut les modérer, les amoindrir, travailler dessus, et faire en sorte qu'à terme, ils n'existent plus. Pourquoi aujourd'hui on nous bassine avec tout un tas de termes, vivre ensemble, la coéducation, enfin, tu sais, tous ces trucs-là qui veulent un peu rien dire, c'est parce que justement, ça lisse les choses et que ben, quand on ne nomme plus les problèmes, on ne peut pas les combattre. Donc le vivre ensemble, c'est un truc, ça a l'air chouette, mais on vit déjà ensemble. Il n'y a pas de question à se poser sur le fait qu'on vive ensemble. On vit déjà ensemble. Par contre, comment on fait société, comment surtout on fait en sorte que tout le monde ait une place dans la société et qu'il ait la place que lui, il souhaite avoir aussi. Oui. Pas une place qui soit décidée par d'autres. Là, d'un coup, ça devient beaucoup plus épineux. Et quand on réfléchit comme ça, on se rend compte que ben, quand tu viens d'une classe populaire, et c'est l'objet de ma conférence, ben en fait, tu fais pas du tout ce que tu veux. Tu es soumis à tout un tas de contraintes financières, culturelles, psychologiques. T'en prends plein la tronche toute ta vie. T'es prédestiné, mais au sens mauvais du terme. Ouais, puis si tu veux, le pauvre... C'est toi l'élu, mais dans le mauvais sens. Ouais, c'est ça. Et puis le pauvre, si tu veux, on est tout le temps en train de lui expliquer ce qu'il est censé faire. Ouais. Parce que le pauvre est con, sinon il serait pas pauvre. Ben, hein. Sinon il serait pas pauvre. Et moi, en fait, ça me gêne parce qu'on est censé être dans un pays démocratique, libre, tout ça. Et dans un pays... avec ça. Ouais, non mais... Et dans un pays libre, à mon sens, hein, Ouais. il n'y a pas de catégorie de la population à qui on doit expliquer ce qu'elles ont à faire. Dans un pays libre, normalement, chacun peut faire comme il veut, puisqu'il est libre. Donc il n'a pas à justifier de ses actes tous les 4 matins, parce qu'une envie lui prend, parce que l'envie de quelqu'un d'autre lui prend. Enfin voilà, typiquement ce qui se passe à Pôle emploi aujourd'hui, les offres d'emploi raisonnables, tout ça, quand Pôle emploi est créé, en 47, il n'y a pas d'histoire de projet professionnel personnalisé, là, les conneries, machin. C'est la NPE, et je sais pas si Ouais, quand c'est c'est créé, la ça NPE. s'appelait... Il y avait même un autre terme, je pense. Mais Ouais. bref, et quand ces trucs-là sont créés, c'est juste, ben ouais, t'es au chômage parce qu'on t'a viré de ton boulot et qu'il te faut un truc entre-temps pour tenir et que, en fait, on mutualise des moyens de protection, mais on se pose pas la question de savoir si les gens ils vont retrouver du boulot, on s'en fout de ça. Je veux dire. Oui, en plus, ils ont déjà payé le truc. Ouais, je veux dire. Ils ont cotisé déjà, donc... C'est un droit. Aujourd'hui, on est en train de remettre en cause ce droit-là en le mettant sous condition. Donc des droits sous condition, il faut se poser la question de savoir si c'est encore des droits. Il commence à y avoir un paquet de conditions pour avoir le droit aux indemnisations aujourd'hui. Et ça va pas s'améliorer, je vous le dis tout de suite. Enfin, j'en suis à peu près sûr. Et voilà. Et moi, ça me gêne qu'il y ait toute une partie de la population, dont je fais partie du coup, forcément, Oui. qui n'a pas le droit... Oui, parce que si t'étais à minimum 5 000 €
par mois, que tu avais une grande maison, une femme blonde, des enfants merveilleux dans un institut catholique, tu ne viendrais pas nous faire chier, quoi. Ouais, mais très certainement, ouais, que je serais pas moi aussi. Je serais quelqu'un d'autre du coup. Moi, j'ai toujours vécu simplement. Je viens d'un milieu où ça a été très très compliqué financièrement, mais pas que. Et c'est un peu toujours le cas aujourd'hui parce que j'ai pas cherché à réussir socialement. Ah ben comme quoi t'as pas été déçu. Voilà, j'ai pas voulu être riche, j'ai choisi un métier parce qu'il me plaisait, parce qu'il me permettait de gagner de l'argent. Vraiment, bon, il me permet de vivoter aujourd'hui, et voilà, mais. Et moi, ce que je continue à espérer, c'est que la société évolue, qu'elle bouge et qu'on finisse par enfin prendre en compte tout le monde dans ce monde-là. Pas juste une minorité qui décide pour tout le monde. Alors la question, on a traîné dans les milieux de politique de jeunesse. Moi, j'y ai même bossé, mais de l'autre côté de la frontière à Barcelone, ce qui est une autre vision. Et du coup, ça ouvre les yeux sur la vision française, qui est Sois jeune et tais-toi. Sois jeune, ouais, c'est le containment, comme on disait dans la. Ouais. C'est-à-dire ne brûlez pas plus de 5% de mobilier urbain. Et donc, en attendant, on va vous donner des ballons de basket, des trucs à faire, quoi. Est-ce que tu penses que... Alors déjà, on se plaignait à l'époque, où on trouvait que c'était pas terrible. Alors maintenant, c'est encore pire. La politique de jeunesse, est-ce que pour faire société, c'est utile ou c'est de l'argent public dépensé pour rien? Bah, la politique de jeunesse, de base, elle se base, entre guillemets, sur un mensonge, dans le sens où, qu'est-ce qui fait qu'on a une politique spécifique pour les jeunes, c'est qu'on est toujours sur cette histoire des jeunes, ils sont à 25% de chômage en dessous de 25 ans, et quand tu prends la classe au-dessus de 25 à 35, t'es plus qu'à 10%, et du coup on dit il faut aider les jeunes à s'insérer, parce que comme ils sont plus au chômage, il y a besoin d'une politique spécifique, tout ça. Et en fait, quand tu enlèves les personnes qui sont en cours d'études ou qui ont déjà une activité pas forcément professionnelle, tu es à peu près au même niveau de chômage que dans le reste de la population, à environ 10%. En réalité, les jeunes sont tout autant productifs que les autres classes de la société. Et il faut s'entendre sur le terme de productif aussi, mais ça on verra après. Oui, non, mais je veux dire, ils ont de l'activité, voilà, après ça dépend comment on définit le travail. Bon, moi je considère que tout est du travail, comme ça c'est plus simple. Oui. Tout est une souffrance pour toi. Non, pas forcément, parce que le travail n'est pas synonyme de souffrance, forcément, heureusement. Tripalium, non, tu crois pas à ça, instrument à trois pieds, Romain? Non, moi j'y crois pas à ça. Moi je pense que je travaille beaucoup et que mon travail m'apporte beaucoup de choses. Ouais. Sinon j'arrêterais de le faire. Est-ce que tu confonds pas travail et métier? Est-ce qu'on confond pas comme travail et emploi, surtout souvent. En fait, quand on parle de travail, très généralement on parle de l'emploi. Et quand on est employé pour quelqu'un d'autre. Et généralement c'est l'autre personne qui aime bien mettre un peu de pénibilité dans notre emploi. Oui, il rajoute au travail, il rajoute l'humiliation parce que quand même ça fait pas partie du salaire, mais tu l'auras quand même. Ouais, et puis tu vois, il y a des histoires de pression dans la société. Je fais un petit passage dans la fonction publique. Et dans la fonction publique, comme tout le monde s'emmerde, bah, si toi t'arrives avec le sourire, ça tu vois, tu dénotes un peu. Ouais, Donc, ouais. à un moment, il faut que tu te fasses chier aussi, sinon t'es pas comme les collègues et ça marche pas. Je sais plus tout ça pourquoi. Ben, on parlait de travail, labeur, patrie, famille. Et tout ça pour dire que, ouais, en fait, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une confiscation des moyens financiers par une petite partie de la population qui décide pour tout le monde et que c'est contre ça. Ça a même été démontré quand même. Ouais, un petit peu. Mais ça n'a pas l'air d'énerver les gens, je trouve que ça se passe bien. Moi, Mais tu vois, quand tu prends... Alors, Macron, là, il nous a fait chier avant d'être... tu dis Emmanuel Macron ou Monsieur notre président. Ouais, parce qu'il aime pas. Tu l'appelles pas Manu. Pas Manu. Donc Manu... Sinon, tu prends tes diplômes, tu as du travail, et là, tu pourras... Manu, quand il a quitté le ministère de l'économie, quand il est devenu candidat à la présidentielle, il nous bassinait là avec son histoire de sa théorie économie, la théorie du ruissellement. Oui, qui voulait pas appeler du ruissellement, mais que c'est du ruissellement. Alors, il a raison, mais il faut pas qu'il y ait la globalisation pour que ça ruisselle. Non, mais alors déjà, dans un premier temps... aujourd'hui, il n'en parle plus. Pourquoi? Parce que le FMI, qu'on peut pas objectivement c'est pas des gauchistes, hein. accuser d'être un organe d'extrême gauche, même le FMI s'est Bellegarde, positionné. c'est Bellegarde, je le rappelle, qui était ministre de Sarkozy. Christine Lagarde. la Oui, non, fameuse. Bellegarde, c'est ministre. Pas. Je veux dire, même le FMI avec Christine Lagarde, présidente, a dit non mais c'est une connerie. Le ruissellement n'a jamais été prouvé. Donc depuis, il nous parle de la théorie du premier de cordée. Ouais. Mais moi, ce qui me gêne avec ça, c'est que... Et nous, on est les premiers de corvée, c'est ça. Ouais. Ce qui me gêne en fait, c'est que ça place le riche comme la richesse serait une position naturelle. Oui, voilà. C'est-à-dire les riches sont riches parce qu'ils sont riches par naissance, par nature. Ben oui, mais ça c'est dans
c'est très anglo-saxon, ça. Ouais. C'est dans le protestantisme, celui qui réussit, c'est le doigt de Dieu qui te Ouais, touche. sauf que si on inverse la logique, alors le ruissellement c'est ça, t'as un mec très riche en haut et puis ça descend comme ça, alors il nous fait ruisseler sa richesse. Bon, on le prend comme ça, moi je propose de le retourner Ouais. et qu'on parle de la théorie de l'entonnoir, c'est-à-dire que nous travaillons tous un peu au-dessus Ouais. et dans notre surproduction de travail on les rend riches, ces gens-là. C'est marxiste. Oui, mais on ils seront peut rien plus, inventer, ils seront plus riches, hein. Mais tu vois, et donc d'un coup le riche il est beaucoup moins naturellement riche. Ouais. Il est riche parce qu'on accepte de lui céder une part de notre production. Ouais. Et ça change tout. Et donc toute la théorie macronienne ne se questionne pas de savoir pourquoi le riche est riche. Bernard Arnault, parce qu'il était dans la fonction publique et qui s'est fait vendre par l'État des trucs pas chers, il a rien inventé, quoi. Bernard Arnault, il est à moitié adulé aujourd'hui, c'est à cause de lui qu'on n'a plus d'industrie textile en France et qu'il est quasi impossible de lancer une marque de vêtements française 100% française parce que quand il y a délocalisation, sur la délocalisation, il y aurait un truc simple à faire en termes de loi, c'est ok, vous êtes une entreprise, vous voulez délocaliser, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit d'embarquer les machines. Ben oui, c'est ça, camarade. Tout simplement. Tout simplement. Vous embarquez pas les machines et c'est réglé, les machines restent en France. Et étonnamment, il peut y avoir une nouvelle entreprise qui les reprend. Et... Ce qui s'est passé pas dans le textile, mais dans la bagnole, Ford. Par exemple, ce qui se passe dans plein d'endroits. Ford de Bordeaux. Ouais, quand tu regardes comment sont construits les scopes, la plupart, c'est des histoires comme ça. Et tu te rends compte que quand t'enlèves le riche qui te bouffe une partie de ta surproduction, étonnamment, d'un coup, l'entreprise devient viable. Ce qui est fou quand même. Et maintenant, t'as les fonds de pension qui font beaucoup d'actionnaires qui veulent alors, c'était il y a 5 ans, c'était 20%. Non, c'est 15% maintenant, et maintenant on est passé à plus. Ah oui, ça y est. Ils sont plutôt à 10, ouais. Ah, ils sont calmés 10, alors. 10% de rendement par an en termes d'investissement, c'est énorme en vrai. Hein. Je veux dire, si vous avez des investissements à 10%, allez-y. Hein. C'est énorme. Parce que le livret A, par exemple, non. Il est à 2, 3, même pas. Non, même plus, mais il est en dessous parce qu'il est en dessous de l'inflation. Non, il est en dessous de l'inflation. Donc on perd de l'argent sur son livret A. Mais le but du jeu, c'était de le dépenser aussi. Hein, donc voilà, après... Donc il y a un peu tout ça, et moi j'en suis arrivé à vouloir faire une conférence parce que j'étais un peu dans une situation de mal-être, que j'avais l'impression que mon travail d'animateur me permettrait pas de faire évoluer la société, et que j'ai quand même envie de la faire évoluer toujours, même si je suis pas légitime pour ça parce que je ne suis pas riche, et qu'il me fallait une activité qui me permette de travailler un peu sur les questions d'adultes. Et voilà, et donc à un moment je rencontre Franck Lepage au hasard d'une interview radiophonique en Auvergne. Et à la fin il lance une phrase de type mais si tout le monde a sa conférence on a gagné. Et moi dans ma tête ça fait chiche. Et voilà, je suis allé faire ça et elle a 1 an aujourd'hui. Enfin depuis 2 semaines là, à peu près, ça fait 1 an que je l'ai créé. Je suis content des gens que ça me permet de rencontrer. Je trouve que c'est un truc un peu super en termes de rencontres. Parce que voilà, je pense que j'arrive à parler à plein de couches de la population. Et ouais, toutes les rencontres que ça amène, c'est chouette. Et j'espère qu'à un moment donné, on arrive. Alors, c'est quoi le concept de conférence gesticulée? Parce que conférence, d'accord, gesticulée. Un peu moins déjà. Voilà. L'idée, parce que t'es méditerranéen, tu t'agites des mains, non? C'est quoi le truc? L'idée, c'est de mêler un savoir froid. Donc scientifique, institutionnel, vérifié, sociologique, à un savoir chaud, un vécu réel de vie. L'idée c'est de mêler les deux, et donc quand tu mets une masse d'air chaud et une masse d'air froid ensemble, généralement ça fait un orage. Et donc ça crée un truc qui, on va dire, politiquement, est un outil de débat. Moi je le vois comme ça, en tout cas ma conférence est un outil de débat qui je pense est super intéressant. Je pense que c'est un outil super intéressant. Alors, tu parles des pauvres, tu parles de quoi? C'est quoi Il y a un titre déjà, on va commencer. Ça s'appelle L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Oui, c'est un hommage à Coluche, évidemment. Dans cette chanson magnifique qui est Misère. Misère. Donc l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses, convenons-en. Donc moi je parle de ma vie, des gamins que j'ai rencontrés par l'animation, c'est-à-dire que la chance qu'on a en animation, c'est qu'on voit un peu toutes les couches de la société. Et notamment les couches très populaires. Je parle de mes coupures de courant, de ce que j'ai vécu en tant que locataire, tout ça. Et à ça, j'ajoute le savoir économique donné par l'Observatoire des inégalités, qui est une de mes sources d'information principales. La Fondation Abbé Pierre, LID, les rapports de l'Oxfam aussi. Enfin, toutes ces structures-là qui travaillent justement autour des questions de pauvreté. Et l'idée, c'est de faire de la médiation, c'est-à-dire de rendre
ce savoir-là accessible aux gens, que ça les intéresse. Parce que se taper un rapport Oxfam ou Emmaüs, c'est pas évident. Il faut pas avoir une vie très très intéressante, hein, on va être clair. Voilà. C'est un peu long. Et Dieu merci, toi tu n'en as pas une du coup. Voilà, moi j'essaye de le faire pour les autres. Et voilà, de rendre ce savoir-là accessible. Et après, c'est une forme de spectacle où l'humour est un levier, permet de passer des messages. On rigole pas pour rigoler, enfin, dans une conférence gesticulée. Mais le rire est rarement gratuit. Ouais. Ou alors c'est qu'il est creux. En tout cas, on arrive à nous le faire croire qu'il est gratuit. Oui, C'est pas mal du coup. L'humour pour rigoler. Bah déjà non, si le rire était gratuit, il n'y aurait pas de pub après chaque sketch de Rire et Chanson. Oui, c'est pas faux. Ouais. Et donc voilà, j'essaye de faire ça. Je la joue un peu régulièrement maintenant. Elle dure combien de temps? Ça dure entre 1h15 et 1h30, ça dépend si je suis en forme ou pas. Ouais, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas écrit, c'est-à-dire qu'elle est structurée, mais moi je l'improvise en fait un peu à chaque fois. Et en fonction de la réaction du public, il y a des choses vers lesquelles je vais plus, il y en a où je vais moins. Et puis voilà, et puis j'essaye de proposer en plus en atelier pour travailler avec les gens réellement sur les questions d'économie et créer du savoir collectif, et voilà. Pour être cohérent avec le reste du discours que je viens d'avoir en début d'interview. Parce que sinon ce serait que descendant et ce serait pas très logique selon moi. Et puis l'idée, c'est à terme de réussir à agglomérer à des endroits des groupes de gens qui travaillent sur des questions d'économie ou autres et qui deviennent du coup, j'espère à terme, des forces de proposition pour faire évoluer le monde. L'idée, c'est des sommets. Et puis moi j'essaye d'avoir un discours aussi envers les gens qui seraient dans ma situation, qui seraient pauvres. C'est mon petit frère qui serait pauvre et qui... C'est une jolie musique. C'est horrible. Oui. Qui serait pauvre. Non, c'est ton frère, c'est pas horrible. Ouais, envers ces gens qui seraient pauvres et qui oseraient pas le dire. Enfin, je pense que si on se rendait compte de notre nombre... Bah, c'est ce qui est arrivé avec les Gilets jaunes. Un petit peu, Il y a un an, je faisais les assises de la pauvreté. On m'a dit non, ça intéresse personne. Enfin, surtout les dirigeants. Il y a que les communistes qui m'ont suivi. Et les associations qui ont démarché sur la pauvreté. Et quand ils ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour vaincre la pauvreté, bon, je me suis retrouvé avec les communistes. C'est ça le souci. La pauvreté est aussi un business, on rappelle à nos chers téléspectateurs. Là maintenant, les gilets jaunes ont débordé de la baignoire de la pauvreté et les gens disent ah mais mon Dieu il y a des pauvres, notamment des femmes pauvres. Essentiellement. Voilà. Alors le profil du pauvre en France il est assez simple, hein. C'est beaucoup de familles dites monoparentales. Quand on dit famille monoparentale, c'est les femmes seules avec leurs enfants dans la plupart des cas, hein. Et les enfants ou petits-enfants d'immigrés. Voilà. Là, c'est entre 80 et 90% de nos pauvres aujourd'hui. Je suis un peu une exception en réalité. Oui, toi, moi, je suis petit-fils d'immigrés, donc ça marche aussi. T'es quoi? Tu m'as l'air... Ah merde, oui, bon alors tu mérites ton sort. Ah, Ponce, mais c'est même catalan. Mais oui, tout à fait, mais moi, mon grand-père était membre du POUM, voyons, la retirada, tout ça. Ah, quand votre cœur fait POUM. Voilà, je soupçonne d'ailleurs qu'on a fini par se retrouver quand j'étais jeune à Perpignan, dans les PO, suite à un plan machiavélique de mon père pour ramener ma mère en Espagne. Ouais. Et, sauf que ma mère a vu la frontière, elle a fait non, faut pas déconner. Ces gens-là n'ont pas le courant. Non, faut changer de langue et tout, ça a l'air compliqué, voilà. Et donc ouais, moi c'est marrant parce que même dans cette question sociologique là, moi je me suis rendu compte que j'avais un point commun avec beaucoup de gens qui étaient pauvres, c'est que je suis aussi petit-fils d'immigrés, donc oui, mais tes confrères espagnols et catalans sont bien intégrés, regarde Jacques Font. Ouais, moi je suis bien intégré, après ça n'empêche pas, hein, mais... Économiquement, je veux dire. Ah, mais économiquement, après, ouais... Après, regarde Jacques Font. Après, quand tu fais de l'animation, en fait c'est un peu horrible parce que quand tu fais de l'animation, tu intériorises totalement le fait que c'est normal que tu sois pas payé. Et du coup, forcément, t'es pas payé. Parce que tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour les autres. Voilà, et en fait, il y a un bouquin passionnant de Maud Simonet, sociologue de son état, sur le travail gratuit, la nouvelle exploitation, qui analyse très très bien ces questions-là et qui, elle, se penche plus spécifiquement sur les métiers du numérique, où elle parle de Hope Labor. Et donc les mecs, en fait, qui travaillent, qui donnent beaucoup d'investissements bénévoles dans l'espoir d'avoir un vrai travail après. Et elle fait le parallèle aussi avec le travail domestique des féministes. Là, tu es en train de dénoncer que ce qui passe là sur Facebook, qui sera sur YouTube, je me fais exploiter par ces gens-là, quoi. Ouais, un peu, ouais. Ouais, complètement, ouais. Ils font de la thune, il n'y a pas de souci, on leur crée du contenu.
ils sont contents, hein, je veux dire. Bon, YouTube a fini par percer parce qu'ils ont compris qu'eux, ils avaient de l'intérêt Oui, à rémunérer mais leurs créateurs. il faut 1 million, quoi. Non, mais ils ont fait toutes les créations de marché se passent de la même façon. Tu mets plein d'argent au début, Ouais, et une fois que le besoin est créé, tu retires l'argent. voilà. Et donc les gens ont continué, parce que le besoin est là. Ouais, Donc, ouais. Bah, Facebook, avant Facebook, il n'y avait pas Facebook. Donc... voilà. Et donc YouTube a très très bien compris ça. Donc en fait, ils ont arrosé complètement les créateurs de contenu jusqu'à il y a 2-3 ans. Maintenant, les mecs s'en plaignent qu'ils touchent plus assez, machin. Ils les ont arrosés, ils les ont financés. Maintenant que c'est créé, qu'il y a un public, machin, que truc, ils commencent à enlever les billes et à garder juste les plus gros. Et toutes les créations de marché se passent comme ça. Le marché du bus sous Macron s'est fait exactement de la même façon. Au début, on trouvait des billets. Moi, je me souviens, j'ai fait un aller-retour à Paris pour 7 euros, Paris-Clermont, au tout début, là où aujourd'hui, mais ça te coûte le prix du train il y a 10 ans, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc, on est toujours un peu bah, perdant. c'est ça le capitalisme. Hein. C'est ça, c'est la grande force du capitalisme. Si on te dit, au début, il y a de la concurrence. Et puis rapidement, il n'y en a plus parce que les plus gros bouffent les plus petits et donc ils ont le monopole et donc ils font leur prix, quoi. Le libéralisme... C'est bien de faire d'économie de temps en temps. Hein. Il n'y a pas que Marx dans la vie, mais il a donné des conseils. Quand même. Non, mais après les libéraux, les économistes libéraux, les sérieux, sont quand même tous d'accord sur un point, c'est qu'il faut créer les conditions justes de la concurrence et que pour faire ça... L'Europe dit ça, ouais. Ouais, non, mais il n'y a qu'un outil pour faire ça, c'est de taxer très fortement, à plus de 90%, la succession. Et c'est exact. Ouais, en France, on fait exactement le contraire, on a enlevé tous les droits de succession sous Sarkozy. Donc en fait, on n'a pas de conditions justes de la concurrence du tout. Et donc les plus gros rachètent les plus petits. Mais là, t'as des gros qui peuvent racheter la France, je veux dire. Ah oui, évidemment. Oui, non, t'as des fortunes professionnelles. Surtout qu'il y a des gens qui sont prêts à la vendre et pour rien. C'est ça le truc, ouais. C'est qu'en plus, il y a des mecs prêts à la vendre. Alstom, le cas Alstom, à General Electric... Ils sont sur Siemens, là. Non, mais ça y est, ça se fera pas parce que l'Europe a dit non. Au titre de la concurrence c'est ça, ouais. Et face aux Chinois, enfin bon, bref. Et donc voilà, et donc toutes ces questions-là, le but c'est d'essayer de les rendre accessibles, mais surtout que les gens, ils se disent qu'ils ont une légitimité à avoir un avis. C'est que leur avis vaut quelque chose, quoi. Et je veux dire, quand t'es pauvre, ton avis vaut quelque chose, ton vécu il vaut quelque chose. Et moi j'ai envie de donner ce discours-là. Tu es contre la phrase, dans les gares, il y a des gens qui ont tout, des personnes qui ne sont rien. Non, il y a des gens qui sont quelqu'un, il y a ceux qui sont rien, il dit même pas ceux qui ont, parce que ça décalerait un peu le propos. Non, il y a ceux qui sont. Ouais, je suis plutôt contre, ouais. Notre nouveau président, là, quand même, il a passé un cap. En fait, la grande force de chaque président nouvellement élu, depuis 3 mandats au moins, depuis Chirac, c'est de systématiquement réussir à nous faire regretter le précédent. Oui, alors qui nous fera regretter Macron, j'ai très très peur. Parce que... ouais, parce qu'on monte à chaque fois. Quand je détestais Hollande, j'étais persuadé. Quand je détestais Sarkozy, j'étais persuadé. Hollande, il a même déçu ceux qui attendaient rien de lui, quoi. Donc, voilà, c'était un truc de l'extrême gauche. Ouais, non, mais on s'attendait à rien de sa part, mais pas être autant déçu. C'est ça. Et donc, si tu veux, c'est la grande force de. Et donc là, le nouveau, il est quand même. Ce qu'il a rajouté par rapport aux autres. Alors, Sarkozy avait un peu ce côté-là, mais moins. Et puis, il s'est calmé quand il a pris la fonction. C'est justement ce langage un peu tout le temps de mépris envers. Puis il se répète, le gars. Oui, puis il le dit tout le temps de manière Alors, différente. on dit pas mépris, on dit parler cash. Ouais, dans les dernières qu'il a sorties, là, c'est en off, mais bon, il l'a quand même dit, il y avait un micro à ce moment-là, et c'est pas mal, il dit qu'il y a des pauvres, dans les pauvres, il y a ceux qui font comme il faut, et puis il y a les autres qu'il faut guider, quoi. Ouais. Et ils ont besoin de fureur, hein, comme on dit. Ouais. Et donc, forcément, moi j'ai monté un spectacle pour dire le contraire, donc on n'est pas trop en accord. Pour moi, chez les pauvres, il y a des gens qui font plein de trucs, et tant mieux pour eux. Moi, personnellement... Et ça, c'est le gros du discours qui me gêne. Si on dit, il y a des gens qui veulent pas travailler en France. Mais en fait, il faudrait se mettre d'accord sur ce que ça veut dire travailler. Et si travailler consiste à produire, en fait, l'être humain, il est incapable de pas produire. On passe notre vie à produire, on ne sait faire que ça. Ou on produit pour sa famille. On est des homo faber. Ouais, non mais, où on produit pour sa famille, pour les gens autour de nous, on produit pour les amis, on produit du physique, on produit de la connaissance, on produit, je veux dire, même le mec qui reste assis toute la journée devant sa télé, il y a le plus con, il y a celui qui reste assis toute la journée derrière sa télé. Ouais,